Bonjour et bienvenue à tout le monde à cette réunion, ce webinaire sur le toolkit de mise en œuvre pour les soins des nouveau-nés petits et malades. Présentez-vous dans la boîte à discussion. Je m'appelle Dr. Mbosso Sipalo. Je suis responsable de la gestion des connaissances pour le public anglophone de cette boîte à outils. Bienvenue à cette communauté d'apprentissage. L'objectif de cette série, c'est d'encourager l'apprentissage partagé pour accélérer le progrès, pour améliorer la prise en charge des nouveau-nés. Cette série est structurée autour des 10 éléments clés de l'OMS et de l'UNICEF pour la prise en charge des petits nouveau-nés, petits et malades. Un autre sujet aujourd'hui, c'est les données et les tableaux de bord pour améliorer la qualité pour la prise en charge des nouveau-nés. Je suis ravi de vous dire qu'en 2023, la boîte à outils a eu 28 000 utilisateurs de plus de 170 pays. Je suis vraiment contente que nous avons de plus en plus de personnes qui utilisent cette ressource pour intégrer cette communauté et pour avoir toutes les informations sur les webinaires, les outils et les nouvelles idées. Inscrivez-vous pour notre journal en anglais, disponible en anglais et en français, et aussi sur les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn et Facebook. Aujourd'hui, pour le webinaire d'aujourd'hui, nous avons notre hôte, Dr. Alex Stevenson, néonatologue basé au Zimbabwe et président de l'Association des soins néonataux de l'Afrique et aussi co-chercheur principal du réseau néonatal de l'Afrique. À vous la parole, Dr. Stevenson. Bonjour, merci. Je sais que je parle déjà trop rapidement. Il faut parler assez lentement pour que les interprètes puissent nous suivre. Je vous rappelle, si vous êtes francophone, vous pouvez toujours cliquer sur le bouton Interprétation en bas de l'écran pour suivre la présentation en français. Merci à toutes et à tous. Merci à tout le monde qui se présente dans la boîte à discussion. Nous avons des représentants de partout dans le monde. Donc, s'il vous plaît, présentez-vous, dites-nous d'où vous venez. Comme on a déjà dit, aujourd'hui, nous abordons mon sujet préféré, les données et les tableaux de bord. Voilà, c'est notre sujet d'aujourd'hui. On va y arriver dans quelques instants, mais je vous rappelle que ces webinaires s'organisent tous les mois. Le mois prochain, on va parler des soins kangourous, de la peau à peau. Et en juin, nous aurons une séance sur les infrastructures pour la prise en charge SSNC. Et puis, le 18 juin, nous allons nous focaliser sur le contexte français francophone. À vous, Lorraine. Français, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton affiché en bas de l'écran et j'espère que vous nous rejoindrez à notre prochain webinaire. La prochaine webinaire en français, ce sera sur euh, le, pr- de fournir l'aide à les contacts dans les nouveau-nés pour les crises humanitaires. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup. Maintenant, nous allons planter le décor des données et des tableaux de bord pour les soins néonataux. Et puis, nous allons entendre parler du sujet très important, le suivi de la qualité des données. Ensuite, quand nous avons les données de qualité, les données fiables, nous allons parler de ce qu'on peut faire avec ces données. Parce que voilà, c'est l'objectif enfin des données, c'est d'améliorer la qualité de la prise en charge que nous offrons. Et enfin, nous allons entendre des systèmes périnataux, des systèmes informatiques périnataux en Amérique latine. Nous voulons vos questions, nous voulons la discussion. On va garder toutes les questions pour la fin, après toutes les présentations, mais je vais vous demander de mettre vos questions dans la boîte à discussion tout au long de la séance et puis on va pouvoir y faire référence à la fin. Aussi, si vous voulez poser votre question à l'oral, nous allons garder 10 minutes à la fin pour vos questions.
Donc, sans plus tarder, nous allons commencer avec la première présentation. Comme j'ai dit, c'est un résumé des données des tableaux de bord pour la transformation des soins néonataux. Et nous avons avec nous la merveilleuse, la professeure Joy Lone, une championne que vous connaissez déjà, je pense. Joy, à vous la parole. Merci Alex, merci à toutes et à tous. Et Alex, je sais que c'est votre passion personnelle, le sujet d'aujourd'hui, et je pense que nous le savons tous ici. Donc, j'aimerais commencer avec un tour d'horizon. Mais avant de commencer, avant de parler des données et des tableaux de bord, j'aimerais vous signaler une publication très importante de l'OMS et de l'UNICEF il y a quelques semaines sur les tendances et les niveaux de la mortalité infantile. Voilà, la bonne nouvelle, avec 5 ans à peu près avant la fin de la période des ODD, on- les estimations de la mortalité infantile en dessous de 5 ans est tombée en dessous de 5 millions pour la première fois en 2022. Mais voilà, il y a aussi de mauvaises nouvelles. Et surtout, dans le contexte de ce webinaire, quand nous parlons des soins néonataux, le taux de mortalité néonatale est figé au niveau de 18 au cours des 5 dernières années. Le taux de réduction est en hausse en Asie du Sud, atteignant les 3,8%, mais ce taux se ralentit en Afrique subsaharienne. Et le nombre de morts néonatales se fige vers 2,3 millions par an, 45% de la mortalité en dessous de 5 ans. Et le chiffre en Afrique subsaharienne est resté figé depuis 2000. Donc, il faut changer ce que nous sommes en train de faire. Et pour faire cela, il faut faire évoluer la prise en charge et les soins. Et pour réaliser cela, il nous faut des données. Donc, si nous prenons en considération tout le monde, nous avons les 220 pays suivis par l'ONU. Il y a aujourd'hui très peu de pays avec un taux de mortalité au-dessus de 45%, ou au-dessus de 45, pardon, par 1000 naissances vivantes. Nous sommes pour la plupart dans cette pente ici avec un taux entre 15 et 30. C'est le cas pour la plupart de l'Afrique subsaharienne et le sous-continent en Asie. Le taux d'évolution le plus rapide est au Malawi. Et si vous voulez plus d'informations, nous avons eu un webinaire avec le gouvernement du Malawi en janvier de cette année, euh, qui a été très intéressant. Mais si nous réfléchissons aux données et à la prise en charge, voilà, nous avons la mortalité en baisse et la prise en charge en hausse. Aujourd'hui, et 87% des naissances au niveau mondial ont lieu au sein d'un un milieu hospitalier, un milieu institutionnel. Mais en dessous de un taux de mortalité de 15, il faut des soins néonataux d'au moins le niveau 2. Donc, dans ces pays, ce qu'on a en commun, c'est qu'on a passé à l'échelle supérieure les unités de prise en charge des nouveau-nés. On a aussi fait la transition vers les données individuelles pour les nouveau-nés, pas seulement les valeurs moyennes, le nombre total de prise en charge, de morts, etc. Non, nous avons aujourd'hui les données individuelles. C'était quel enfant qui a reçu quels soins, est-ce que l'enfant a survécu, oui ou non? Et donc, pour accélérer cette transition, la transition de la prise en charge et la mortalité, pour faire tout ça, il faut faire la transition des données. Donc, dans les pays où on a un taux de mortalité plus élevé, il y a toujours beaucoup de femmes qui accouchent à la maison. Et nous savons cela grâce à des enquêtes au niveau des foyers. Mais si nous faisons la transition, quand nous arrivons à un taux de mortalité 30, 15 en dessous, dans ces pays-là, on a des données agrégées avec le THIS2, c'est à peu près 80 pays. Et dans ces pays-là, nous avons des dizaines de variables et on a pour la plupart les données agrégées ou les valeurs moyennes, le nombre total de morts, le nombre total d'enfants en sous-poids.
Et si nous avons les données individuelles en lien avec les données agrégées, il nous faut les données qui nous indiquent, voilà, qui sont les nouveau-nés qui ont reçu la ventilation PPC et un autre traitement, par exemple. Et si nous allons dans cette bande inférieure avec un taux de mortalité infantile très, très bas, on a souvent les données individuelles avec des milliers de variables, avec des liens transversaux pour qu'on puisse suivre l'épanouissement de l'enfant et les résultats pour l'enfant au long des décennies. Mais dans les pays avec les fardeaux très lourds, qu'est-ce qu'on peut apprendre des pays à revenus élevés qui ont déjà fait cette transition? Voilà quelques exemples des bases de données assez renommées, des bases de données nationales ou régionales. J'ai hâte d'entendre la présentation du Dr Pablo Duran sur le système informatique en Amérique latine qui existe depuis les années 70. Et aussi, Erika va nous parler du réseau Vermont-Oxford. C'est une des bases de données les plus renommées venant d'un pays à revenus élevés, mais qui présente un modèle différent. Mais quand nous prenons en compte tous ces exemples, on voit où ils en sont aujourd'hui. Voilà les données pour le Royaume-Uni, on a les tableaux de bord, on peut décomposer les données par plusieurs éléments et voilà, c'est facile de se décourager parce qu'on a des milliers de variables. Chaque bébé représente des milliers de points de données. Il y a des liens avec la mère, il y a avec la famille, etc. Mais on n'a pas commencé là-bas. On a commencé avec un seul hôpital, avec les leaders d'un seul hôpital qui ont créé un exemple pour tout le pays. Et on a commencé avec quelques variables seulement. Mais quelles sont les leçons que nous pouvons en tirer? Si nous prenons en compte non seulement les pays riches, mais aussi les pays à revenus moyens, je vais vous donner l'exemple de l'Inde et puis un exemple d'un pays à faible revenu, mais qu'est-ce qu'on peut apprendre? Quels sont les principes que nous pouvons établir? Donc, en Inde, on a vu une augmentation très impressionnante au cours des 15 dernières années. On a passé de 18 unités de soins aux néonataux jusqu'à environ 940 unités de soins spécialisés pour les nouveau-nés. Et ce qu'on a appris très tôt, il y a 10 ans, c'était d'établir, de concevoir des bases de données où la charge, le fardeau du saisie n'est pas sur les médecins ou la famille, mais sur un, un spécialiste, un responsable spécialisé. Aujourd'hui, on collecte des données sur 1,2 million de nouveau-nés chaque an avec les données individuelles qui sont collectées des notes du médecin avec 113 variables individuelles lors de la prise en charge, mais aussi avec les données du suivi. Et si vous regardez ce qui s'est passé en Inde au cours de cette période, au cours de, du passage à l'échelle supérieure de ces données et de ce système, on a pu augmenter le taux annuel d'évolution du taux de mortalité néonatale. Donc, on peut identifier qui sont les enfants qui reçoivent quels soins et comment cela peut changer le taux de mortalité. Ici, vous avez aussi le cas très inspirationnel du Malawi, où on a 27 districts et 37 unités des soins spécialisés pour les nouveau-nés. Et aujourd'hui, on est en train d'opérationnaliser les données individuelles et le gouvernement a limité ce système à environ 50 variables. Donc, on a aujourd'hui une base de données et après que le nouveau-né quitte le milieu hospitalier, on prend les notes, on les saisit. Il y a des greffiers, il y a des responsables qui saisissent ces données, qui sont ensuite regroupées sur un tableau de bord. Et ces données est hébergées sur les serveurs DHIS2 avec les données agrégées, mais aussi les données individuelles. On peut voir quels sont les bébés qui ont reçu KMC, ventilation PPC, etc. Aussi les informations sur les infections et d'autres aspects critiques pour réduire le taux de mortalité néonatale et infantile.
Donc, nous avons vu les exemples des pays riches, un pays à un revenu moyen et aussi du Malawi. Quels sont les principes que nous pouvons en tirer? Tout d'abord, commencez à une petite échelle. Commencez là où vous êtes déjà. Surtout dans les systèmes où on a du mal avec le fardeau de la collecte des données, vous pouvez choisir quelques variables seulement et prioriser les questions de qualité que vous pouvez changer aujourd'hui au sein des services néonataux. Donc, il y a bien sûr le KMC, plus fréquemment, plus tôt, la ventilation pas passée ou la prévention de l'hypothermie et aussi la gestion de la jaunisse et d'autres aspects clés, la nutrition par exemple, d'autres aspects fondamentaux. Et si vous commencez avec quelques variables seulement, vous pouvez toujours en ajouter davantage. Si vous ajoutez des soins plus complexes, vous pouvez les ajouter si vous voulez établir des liens avec d'autres bases de données, les données sur les enfants ou les mères, par exemple. Et ça, c'est assez facile avec un système DHIS2. Deuxième principe, la qualité des données, c'est la clé dès le début. Si vous avez des données d'une mauvaise qualité, les soins aussi seront d'une mauvaise qualité et vous n'allez pas pouvoir y faire confiance. Donc voilà la question primordiale. Qui est-ce qui collecte les données? Si on n'a pas assez d'infirmières ou de médecins, ça a un impact sur la qualité des soins, mais aussi la qualité des données. Donc, il faut penser dès le début de nommer, d'embaucher un spécialiste des données, un greffier, qui va être le responsable. Et il y a plus d'informations dans la boîte à outils sur comment on peut éviter les délais, les prorogations et comment on peut fluidifier tout le système. Est-ce que vous pouvez établir un lien direct avec les informations médicales? Si vous utilisez les supports papier, comment est-ce que vous allez saisir ces informations dans un ordinateur quand le bébé quitte l'hôpital? Et aussi, si vous pénalisez les hôpitaux qui offrent des soins plus compliqués, parce que les cas plus compliqués ont des taux de mortalité plus élevés, il faut penser avec soin comment est-ce qu'on va faire des comparaisons entre les différents milieux, les différents cas, et vous ne voulez pas pénaliser les hôpitaux, par exemple, qui rapportent mieux les données. Troisième pilier, l'utilisation des données. On va entendre davantage pendant toute la présentation. Donc, pas seulement à un niveau très élevé, mais aussi au niveau d'un service. On peut améliorer la collecte et l'utilisation des données, comment on peut afficher les tableaux de bord directement là dans le service. Mm, Et aussi, on peut travailler avec les administrateurs, avec tous les niveaux pour utiliser ces données. Parce que voilà, peut-être c'est une question d'infrastructure ou une question même nationale au niveau des ressources humaines qu'il faut gérer pour améliorer la qualité des soins. On ne peut pas présumer que toutes les données qui sont saisies ou qui sont interprétées vont mener aux meilleures décisions. Il faut aussi beaucoup d'appui, beaucoup de mentorat à toutes les étapes. Et dernier principe, et voilà, je vais conclure sur ce point-ci, c'est qu'il faut toujours penser à la fin. Si on veut avoir un très bon impact, si on a un hôpital qui a de très bonnes idées, cela ne va pas avoir l'impact au niveau national. Il vaut mieux avoir très peu de variables, mais avec un impact plus large. Souvent, c'est le gouvernement qui va être la plateforme la plus importante dans les pays à fardeau élevé, mais il y a d'autres pays où le secteur privé peut aussi faire ses contributions. Il y a aussi des questions d'homologation où on peut obliger le rapport de certaines variables. On peut aussi établir des liens avec d'autres sujets tels que la COVID ou le VIH. Comment est-ce qu'on peut établir des liens avec ces données pour contribuer à la prise en charge des nouveau-nés? Il faut aussi toujours respecter les lois locales. Il faut toujours anonymiser les données. Il faut faire ce qu'il faut. On ne peut pas s'empêcher à produire une base de données sans penser au flux. Et
au contrôle. On va passer maintenant aux autres présentations, mais nous voulons aller plus rapidement ensemble. Comment est-ce qu'on peut établir des bases de données au niveau individuel qui vont nous permettre d'établir des jalons à travers les pays et au sein des pays? Et nous avons des ressources disponibles au sein de la boîte à outils. Utilisez-les, ajoutez d'autres ressources, partagez vos idées. Et oui, nous allons pouvoir aller plus rapidement ensemble. Merci beaucoup. À vous, Alex. Merci, Joy, pour cette présentation formidable sur la puissance des données individuelles. Vous nous avez rappelé qu'on peut toujours commencer là où nous sommes déjà, mais toujours en pensant à la fin. Maintenant, comme prévu, nous allons entendre la présentation de Nebiyu Wendwesen qui va nous parler de l'amélioration de la qualité des tableaux de bord dans 4 pays avec l'outil Nest 360. Et Nebiyu est conseiller de l'amélioration. Il a un parcours très intéressant dans l'infirmerie, la santé publique et la gestion de la qualité des soins de santé. Avec presque 20 ans d'expérience sur le secteur de la santé, il est conseiller de l'amélioration pour Nest 360. Nebiyu, à vous la parole. Merci, Alex. Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais vous parler de l'expérience avec Nest 360. C'est une alliance de 22 organisations, dont 17 se trouvent en Afrique. Aujourd'hui, nous travaillons avec 5 pays africains pour réaliser l'ODD 3,2, une meilleure survie des nouveau-nés. Nous travaillons avec la Tanzanie, le Nigeria et l'Éthiopie, surtout avec 134 hôpitaux où il y a plus d'1 million d'enfants euh, euh, de femmes qui accouchent chaque année et 200 000 prises en charge par an. Donc, nous voulons utiliser les données pour améliorer la qualité en standardisant les données à travers les pays, à travers les différents programmes de mise en œuvre. Nous voulons aussi améliorer l'utilisation de ces données au niveau d'un service hospitalier et aussi de l'administration hospitalière et du gouvernement pour améliorer les apprentissages au niveau de chaque pays. Donc, pour concevoir le tableau de bord, nous avons des bases de données avec plusieurs éléments, les données sur la prise en charge et la mortalité, qui comprend, nous avons désagrégé ces données par les inborn et outborn, et vous avez les éléments de la prise en charge clinique, le taux de mortalité infantile et autres éléments aussi. Mais nous collectons aussi les données cliniques telles que la couverture, les données de qualité, qui vise surtout les signes vitaux lors de la prise en charge et les interventions telles que la ventilation PPC, le KMC, la gestion des infections et aussi la gestion de la jaunisse. Et pour appuyer la prise de décision au niveau de l'administration hospitalière, au niveau d'un gouvernement, nous avons des données sur les ressources humaines et les ratios, les consommables. Un autre élément, ce sont les données sur la disponibilité de l'électricité ou les pannes d'électricité. Donc, le tableau de bord a été amélioré pour visualiser les données et alimenter l'amélioration. Et on commence avec le niveau d'un centre des soins individuels et on monte jusqu'au pays, multi-pays, tout le programme. Donc, le premier volet, c'est le résumé du tableau de bord, mais il y a ça le coaching, les, de- et on se focalise sur la couverture clinique, la qualité et la couverture de la ventilation PPC, la jaunisse, la prévention et la gestion de l'hypothermie, les infections, le suivi des signes vitaux et aussi les KMC. Et
nous nous focalisons sur la disponibilité des ressources et aussi les questions infrastructurelles, les ressources humaines et la qualité des données, des délais, etc. Donc, quelle est l'importance du tableau de bord? On peut utiliser ces données pour alimenter l'action à tous les niveaux. Au premier niveau, c'est le niveau d'un centre de soins individuel et vous pouvez voir sur cette image, on peut utiliser ce tableau de bord pour améliorer la qualité. On peut identifier les lacunes dans la qualité, identifier des stratégies d'amélioration et aussi pour voir si on a fait des progrès. Et sur cette image, vous pouvez voir les tableaux de bord de plusieurs centres dans plusieurs pays. On utilise le cycle PDSA. Un autre niveau, c'est le niveau pays, le niveau sous-national, où on peut utiliser le tableau de bord NEST pour alimenter la prise de décision. Par exemple, on aura des données sur les pannes d'électricité et les ressources humaines et la disponibilité d'un consommable. Nous avons appris des pays où nous travaillons que ce tableau de bord peut aider à améliorer la qualité de la prise en charge des nouveau-nés avec ces informations. Un autre niveau d'apprentissage et d'utilisation des données, c'est le niveau multi-pays. Et tous les 3 mois, nous organisons une plateforme d'apprentissage, une réunion de pause de réflexion et d'action où nous parlons des projets qui ont réussi, qui n'ont pas réussi, et nous partageons ces leçons à travers les pays. Et il y a des gouvernements qui assistent à cette réunion, il y a des représentants des centres de soins, et nous parlons des sujets tels que la réduction de l'hypothermie, gestion et prévention de l'hypothermie, et aussi comment élargir la couverture et la qualité, ou améliorer la qualité. Et lors de ces réunions, nous utilisons une approche de méthodologie d'amélioration de qualité pour améliorer nos interventions. Sur ce graphique, vous pouvez voir, c'était une présentation sur la réduction de l'hypothermie. Et en bas, vous voyez comment on a utilisé le tableau de bord pour améliorer l'intervention au niveau d'un pays. Merci beaucoup. C'est tout pour moi et je suis prêt à répondre à vos questions éventuelles. J'ai hâte d'entendre aussi vos idées. Merci à vous. La parole, Alex. Merci beaucoup, très bien, Nebiou, pour cette présentation très intéressante sur l'utilisation des tableaux de bord de qualité Nest 360. C'est très, très intéressant de voir ces images de ce qui se passe même sur le terrain. Donc, félicitations à vous et à votre équipe. Et comme j'ai dit, on va prendre les questions à la fin, mais si vous avez des questions, vous pouvez toujours les mettre dans la boîte à discussion. Et Nebiou a déjà présenté le prochain sujet, les données pour l'action. Donc, nous allons maintenant entendre de mon ami Erika Edwards du réseau Vermont Oxford qui va présenter sur les tableaux de bord de la qualité des soins aux nouveau-nés, les soins aux nouveau-nés. Merci, Alex. Pour commencer, le réseau Vermont Oxford, c'est une communauté mondiale avec plus de 1400 membres à travers 38 pays dans toutes les bandes du revenu. Et notre objectif, c'est de nous assurer que chaque nouveau-né, chaque famille peut réaliser tout son plein potentiel. Avec un financement de la Fondation Bill et Melinda Gates et en partenariat avec l'Association des soins aux nouveau-nés de l'Afrique, nous avons lancé le réseau des soins néonataux de l'Afrique en 2023. L'objectif, c'est une collaboration entre 17 hôpitaux en Éthiopie, au Nigeria, au Rwanda, en Ouganda et au Zimbabwe.
La fondation le socle de ce réseau, c'est une collection des données de qualité. On utilise les données pour améliorer la qualité pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il faut établir une ligne de base avant de commencer un projet. On peut établir des jalons et faire des comparaisons avec son propre histoire ou avec des pairs, et on peut aussi évaluer la qualité des données. Les données qu'on collecte, on peut les utiliser pour créer un objectif SMART, un objectif qui est spécifique, mesurable, réalisable, pertinent et limité dans le temps. Et cet objectif SMART peut être ensuite testé dans un cycle PDSA ou PDFA, planifier, faire, étudier, agir, dans le cadre d'une initiative d'amélioration de qualité. Les données, on les utilise dans la phase planification pour établir des objectifs, dans la phase faire pour évaluer le progrès, dans la phase étudier pour évaluer le résultat final de l'essai et dans la phase d'action comme preuve pour décider si on va continuer avec le test ou si on va l'abandonner. Je vais maintenant vous donner un exemple. Et toutes les données que je vais vous montrer dans cette présentation sont anonymisées. Ce ne sont pas les données qui viennent directement d'un hôpital spécifique. En 2023, les données nous ont montré une faible utilisation des soins kangourous directs au sein d'un certain hôpital. Et toutes ces images, tous ces graphiques viennent des rapports du réseau Vermont Oxford. Et quand on fait la collecte des données pour la qualité, il est souvent important de stratifier certaines caractéristiques qui peuvent contribuer à certains risques, comme le poids à la naissance ou l'âge gestationnel. Une stratification par poids à la naissance a indiqué que les soins kangourous étaient plus faibles chez les enfants qui avaient moins de 500 grammes. Le KMC immédiat est le plus important pour les nouveau-nés immédiats. Et quand on a filtré par location, nous avons trouvé que les enfants qui allaient bénéficier le plus de cette intervention ne le recevaient pas. Donc, nous avons créé les données, nous les avons utilisées pour créer un objectif SMART, d'augmenter la proportion des nouveau-nés inborn recevant un KMC immédiat de 8% de 4% à 8% avant la fin de 2024 en ouvrant une unité KMC pour améliorer les résultats pour les nouveau-nés et réduire la mortalité infantile. Nous avons utilisé ces données pour créer un graphique RUN dans le premier trimestre de 2024. Voilà, vous avez la ligne de notre objectif de 8% et on peut comme cela suivre l'amélioration, on peut visualiser les données au fil du temps, en même temps qu'on met en œuvre les cycles PDSA. Et on suit les données en continu au niveau mensuel, mais on peut aussi les décomposer au niveau hebdomadaire pour voir si ces cycles hebdomadaires peuvent nous dire quelque chose davantage sur ce qui se passe. Pour changer de vitesse un peu, nous nous sommes aussi intéressés à l'hypothermie, à la prise en charge chez les enfants et les nouveau-nés, puisque l'hypothermie à la prise en charge et le KMC immédiat vont main dans la main. Si vous avez les données au niveau annuel, et voilà, on se dit le taux était plus bas en 2023. C'était une surprise, étant donné nos efforts pour augmenter ce taux. Nous avons étudié les données mensuelles et nous avons ajouté un filtre ou une ligne médiane plutôt. Et il y a quelques règles très simples pour interpréter ce genre de graphique. Je vous ai donné un lien à un document qui vous décrit tout cela. Et quand on a 6 points au-dessus ou en dessous de la ligne, c'est un changement. Une tendance, c'est qu'on a 5 points consécutifs qui montent ou qui baissent. Et nous n'avons
eu ni l'un ni l'autre. Nous avons un point astronomique en janvier 2019 et quelques lacunes aussi en 2023. Donc, quand nous avons étudié les données pour ces lacunes, nous avons vu que dans 2 de ces mois, il n'y avait pas d'enfants éligibles, mais dans un de ces mois, il n'y avait pas de données. Donc, il faut regarder les données directement, pas seulement les graphiques, pas seulement la visualisation. Et les tables de bord sont donc très utiles si on veut creuser dans les données pour mieux évaluer leur qualité. Les tableaux de bord peuvent aussi être utilisés pour faire les comparaisons avec les pairs ou établir les jalons. Pour le jalonnage, nous avons trié les hôpitaux partout du haut vers le bas. Nous avons rapporté les valeurs médianes 25e percentile et 75e. Dans cet exemple, 50% des centres ont utilisé la ventilation PPC avec 11,8% des enfants. Ce n'était pas le cas pour d'autres centres. Dans notre centre, il y avait un taux de 61,7%, donc on est dans le troisième quartile. C'est un niveau très élevé pour un taux très élevé d'utilisation de la ventilation PPC. Et on peut aussi visualiser ces relations avec les graphiques en boîte, où on a le point qui est le taux central, la ligne et la valeur médiane, et la boîte représente le 25e et 75e percentile. Pour conclure, les données des tableaux de bord sur les soins des nouveau-nés, on peut les utiliser pour le jalonnage, l'établissement des objectifs, etc., pour créer des objectifs SMART et concevoir des cycles PDSA pour avoir un impact plus fort sur la qualité. Merci. Merci beaucoup à vous, Erika. Voilà, c'est la question fondamentale où la collection de données, on ne la fait pas pour soi-même. Nous collectons des données pour améliorer les soins que nous offrons. Et il y a des principes d'amélioration de la qualité très solides, très historiques. Et il est toujours intéressant de penser au jalonnage et comment on peut utiliser les jalons pour l'auto-évaluation de nos priorités. Merci, Erika, et bonne chance avec votre unité de KMC. Prochaine et dernière présentation, nous avons Dr. Pablo Duran qui travaille avec l'Organisation panaméricaine de la santé et l'OMS. Il est conseiller régional, il est médecin, pédiatriste et épidémiologue. Il a aussi un doctorat en santé publique. À vous la parole, Dr. Durand. Merci, Alex. Bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Je tiens à remercier les organisateurs de cette réunion de nous avoir invités à partager nos points de vue, surtout le point de vue de l'Amérique latine sur les systèmes informatiques. Les présentateurs qui m'ont précédé ont été formidables, mais nous savons tous que les données et les informations sont essentielles pour la prise de décision, mais aussi dans la société d'aujourd'hui, c'est une société très informatisée. Et dans le cas de l'Amérique latine et des Caraïbes et les soins périnataux, nous faisons face à des défis spécifiques. Tout d'abord, je tiens à vous signaler les inégalités entre et au sein des pays au niveau de notre région. Des inégalités en fonction d'ethnie, de genre, d'âge, de lieu de résidence. Donc, il y a des différences très différentes. Parfois, il y a une variation entre 3 et 37 morts néonatales par 1000 personnes au sein d'un seul pays. Deuxièmement, j'aimerais vous signaler la
tendance dans la mortalité néonatale qui est en baisse au niveau de la région. Donc, et nous prévoyons la réalisation des objectifs établis, mais avec un taux de mort des causes évitables qui reste quand même très élevé. Par contraste, le taux de naissance dans les centres des soins est très élevé et voilà la raison pour laquelle la qualité des soins et la provision des soins est critique pour améliorer les résultats dans notre cas. Donc, en fonction de la transformation numérique dans la région, le Centre d'Amérique latine des soins périnataux et euh, l'Organisation panaméricaine de la santé a créé un registre d'informations cliniques standardisé qui vise la santé infantile, maternelle et périnatale. Cela représente aussi une norme pour la prise en charge et oriente les professionnels de la santé autour de ces normes et ce système signale aussi des cas qui nécessitent une attention accrue. Le système inclut un registre d'informations périnatales qu'on peut, où on peut enregistrer la santé avant la grossesse, pendant l'accouchement et après la santé de la mère et de l'enfant. Et nous avons aussi deux formulaires spécifiques, un formulaire pour les nouveau-nés en bonne santé et l'autre pour les petits et malades. Ici, vous pouvez voir le très grand nombre de pays qui utilisent ce système comme norme nationale et soit sur support papier ou sur Internet avec les taux de couverture variables. Comme je vous ai déjà dit, le registre des informations périnatales que vous voyez à gauche, vous avez l'image du formulaire à gauche et en jaune, hein, vous avez les variables critiques que le pratiquant va identifier. Donc, on va collecter les informations sur les caractéristiques du nouveau-né, la personne qui était là pour l'accouchement, les interventions spécifiques, le contact peau à peau, euh, si on a envoyé l'enfant dans le centre des soins intensifs. Donc, voilà le genre d'informations sur ce formulaire, mais nous avons d'autres formulaires sur les malformations, d'autres conditions spécifiques, Zika, la dengue, chikungunya, etc. Et aussi une case. Donc, pour les caractéristiques à la prise en charge, le diagnostic, le, la sepsie, la chirurgie, la croissance, la nutrition, la promotion de la santé ou d'autres informations données à- quand l'enfant quitte l'hôpital ou après sont aussi notées sur ce formulaire. Et le système couvre toutes sortes de soins périnataux, aussi des soins offerts à la mère, à la famille, autour du nouveau-né. Ah, je pense que nous avons sauté une diapo, mais pour tous ces modules, le registre des informations clinicales périnatales, ce n'est pas seulement un outil pour faire la collecte des données, mais il y a aussi des rapports automatiques qui fournissent des données en continu et ces données, on peut les utiliser pour des études et pour améliorer les résultats pour les mères et les nouveau-nés. Des rapports automatiques sont regroupés
en fonction des résultats par couverture et par condition lors de la sortie de l'hôpital. Et ces rapports automatiques, on peut les utiliser pour évaluer les inégalités avec un seul clic. Donc voilà, c'est la fin de ma présentation. Le système informatique Perinato a été conçu pour fournir des outils utiles et polyvalents. Ce système centralise tous les records, mais toutes les informations médicales sur les femmes, les mères et les nouveau-nés en temps réel et cela nous permet d'approfondir les données et les informations. Cela permet aussi une prise de décision adéquate et rapide pour résoudre les problèmes et pour orienter la prise en charge. Au niveau de la spécificité, même quand on a un modèle régional, chaque pays a aussi son modèle que qu'on peut adapter aux exigences locales. On peut adapter les formulaires pour l'adapter aux besoins spécifiques à un certain pays. Au niveau de la communication, cela améliore la coordination entre les décideurs politiques, l'administration et la fourniture des soins directs. Cela contribue à l'équité en fournissant des informations qui met en lumière les segments les plus vulnérables de la population. Et ce système informatique est développé par la PAO. C'est un système gratuit disponible dans les 4 langues officielles de la région, l'espagnol, le français, l'anglais et le portugais. Et il y a des mises à jour régulières quand nous recevons de nouvelles preuves, de nouvelles informations. Le système peut aussi interopérer avec d'autres systèmes informatiques. Donc, on peut créer des liens avec des systèmes informatiques au sein d'un pays, au sein d'un hôpital. Nous sommes en cours de développer une version mobile pour permettre l'utilisation de ces données sur un portable, par exemple, non seulement pour les professionnels, mais aussi pour les patients, les, les malades. Nous avons aussi une appli spécifique pour la santé néonatale qui fournissent les données spécifiques sur la santé des nouveau-nés qui est disponible dans les 4 langues officielles. Voilà, le système. Et vous pouvez vous rendre à www.sipplus.org pour accéder à ce système et c'est un système gratuit. Un très grand merci et je suis prêt à répondre à vos questions éventuelles. Merci beaucoup. Wow, j'aimerais bien avoir un système semblable. Peut-être je vais déménager aux Caraïbes. Cette question de standardisation, formidable, la standardisation des records médicaux, mais vous avez aussi établi des normes pour la prise en charge. Et même si vous avez des normes minimales établies, vous pouvez aussi les adapter en fonction des besoins d'un pays ou d'une institution. Aussi, cette question de l'interopérabilité avec d'autres systèmes informatiques, c'est quelque chose de très, très important. Et si ce n'était pas encore assez, vous avez développé une version mobile dans 4 langues. Waouh, formidable. Voilà, nous devons tous aller vers cet état d'affaires là-bas. Si vous ne l'avez pas encore remarqué, je suis très passionné par toutes ces informations et j'en n'en savais rien il y a 15 minutes. Donc, merci beaucoup pour cette inspiration critique, hein, une inspiration dont nous avons besoin en Afrique et d'autres régions aussi. Nous avons déjà entendu que l'Inde est aussi en route vers un meilleur avenir, mais voilà. Maintenant, mesdames, messieurs,
Nous avons reçu beaucoup de questions dans la boîte à discussion, mais aussi dans la fonction questions-réponses. Donc, nous allons commencer avec la foire aux questions, la boîte à questions et réponses. Voilà, première question de Indira Narayanan, hein, qui pose la, qui a dit, très bonne présentation, merci. Je ne peux pas accéder à la politique de la santé publique du Brésil. Est-ce que quelqu'un peut me donner le lien? Donc, oui, si quelqu'un a ces informations et vous pouvez les mettre dans la boîte à discussion, ce serait formidable. Et puis, Thomas aimerait aussi avoir le lien pour SIP+. Oui, sipplus.org. Mais oui, on va aussi vous donner cela dans la boîte à discussion. Oui, on va vouloir ces liens. Nous avons déjà répondu à d'autres questions, des questions sur le nombre d'hôpitaux qui sont couverts par le système NEST 360. La réponse, 67. Et dans la phase 2, on va élargir cette couverture jusqu'à 134. Ben, c'est impressionnant. Donc, félicitations à nos frères, nos sœurs, nos camarades chez NEST 360. Une question très intéressante d'Achirou. Et voilà, c'est le côté positif de ce webinaire, c'est l'apprentissage. Mais je pense que ben, peut-être Achirou, vous pouvez répondre à la question. Ben, vous avez posé la question. Au Kano, au Nigeria, on a compris que la chose la plus impactante, ce sont les discussions et l'amélioration de la performance au niveau d'un centre des soins. Mais au-delà du cycle PDSA, il y a aussi le cycle DIVA, diagnostiquer, enquêter, vérifier et ajuster. C'est une autre approche efficace quand on va aborder les données et suivre les améliorations au niveau de la prise en charge. Donc, je ne sais pas si on peut donner la parole à Achirou, parce que moi, j'aimerais entendre davantage sur ce processus DIVA. C'est un peu compliqué de faire cela, mais peut-être il peut nous donner plus d'informations dans la boîte à discussion, ou peut-être Erika peut nous donner une réponse à l'oral, hein. Parce que voilà, il y a, même si les acronymes sont différents, souvent ce sont les principes sous-jacents qui sont les plus importantes. Donc oui, Achirou, s'il vous plaît, partagez vos apprentissages dans la boîte à discussion ou dans la boîte Q&A, mais je donne la parole à Erika, si vous pouvez nous donner une réponse. Ah bon, non, moi non plus, je ne savais pas ce que c'était le cycle DIVA, mais je suis d'accord avec ce que Joy a dit. L'idée générale, l'idée sous-jacente est assez semblable. Avec DIVA, peut-être c'est moins une question de lancer une initiative d'amélioration de qualité et plutôt on va utiliser les données pour comprendre les enjeux sous-jacents d'abord. Et puis les vérifier, comme on a dit, avec la qualité des données, et puis ajuster ce que vous allez faire pour avoir des, des données d'une meilleure qualité. Donc voilà, c'est semblable au cycle PDSA, mais peut-être le cycle PDSA est plutôt axé sur l'action et axé sur les interventions pour l'amélioration de la qualité. Oui, est-ce que je peux ajouter quelque chose? Oui, bien sûr. Oui, pour l'amélioration de la qualité, nous avons plusieurs modèles. Les modèles pour l'amélioration, Six Sigma, gestion qualité totale. Donc, il y a beaucoup de modèles, mais ils sont tous semblables. Si vous utilisez DIVA ou PDSA, le principe de base est la même. Donc, quand on va concevoir un modèle pour l'amélioration, il y a un modèle qui vise spécifiquement la santé, qu'on appelle SETI. Mais si on veut améliorer
les performances, par exemple, ou les systèmes, on peut utiliser l'approche Kaizen ou Six Sigma. Donc, peu importe le modèle qu'on utilise, il faut appliquer le principe de l'amélioration continue de la qualité. Donc, il ne faut pas s'inquiéter sur le modèle spécifique, il faut seulement se focaliser sur l'amélioration de la qualité et cela va avoir des effets, des rebondissements au sein de tout le système. Merci. Il y avait une question dans la boîte à discussion que j'ai vue, une question intéressante. Une question sur les questions juridiques autour de la standardisation du partage des données. Et voilà, quand on travaille avec différents pays qui ont chacun son cadre juridique, chacun ses exigences, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, dans mon cas, de mon point de vue, je peux vous dire oui, c'est un problème et nous essayons de gérer le problème en fonction de chaque pays. Mais il faut respecter le cadre juridique de chaque pays où on est présent. Mais cela prend beaucoup de temps et cela peut aussi empêcher le partage des données. Au sein de mon hôpital, par exemple, je n'ai pas l'autorisation de partager les données. Donc, j'aimerais poser aussi la question à Pablo. Quelle est l'expérience en Amérique du Sud, en Amérique latine et aux Caraïbes? Quels sont les défis auxquels vous avez fait face au niveau des différents cadres juridiques autour du partage des données? Oui, merci Alex. C'est une question très, très importante. En effet, chez PAO, nous ne gardons pas les données. Les données sont enregistrées ou hébergées sur des serveurs au niveau de chaque pays. Donc, les données sont hébergées au niveau d'une institution, au niveau d'un pays et ne sont pas partagées en dehors de ce pays directement. Donc, nous prenons la confidentialité très, très au sérieux. Ce n'est même pas possible d'avoir accès aux données externes en dehors de son pays. Et le système a un élément de sécurité très, très fort pour éviter ce genre d'accès non autorisé. Donc, oui, c'est quelque chose de très important que nous gardons toujours à l'esprit et c'est toujours un sujet d'actualité pour nous. Oui, merci. Moi, j'apprends beaucoup, beaucoup de l'exemple de l'Amérique latine. Joy, est-ce que vous voulez parler un peu de l'expérience en Afrique? Oui, oui. Pour rebondir sur ce que Pablo vient de dire, je pense qu'il faut une initiative spécifique de protection des données qui intègre les partenaires gouvernementaux, entre autres. Nous faisons cela avec Nest et je peux partager d'autres détails avec vous un autre jour, mais la quatre principes que j'ai partagés, gardez la fin à l'esprit. On veut que les gouvernements soient les propriétaires de ces données. Donc, on veut que les données soient hébergées au niveau d'une institution, au niveau du gouvernement, et qu'on va les anonymiser avant de les partager. Comme cela, on intègre le gouvernement dans le système comme élément essentiel, parce qu'il est critique que toutes les institutions au sein des pays peuvent être connectées si c'est seulement les hôpitaux universitaires ou si c'est un service payant, on ne va pas avoir cette couverture complète. Quand j'ai travaillé au CDC aux années 90, j'ai beaucoup appris du SIP, mais comme j'ai déjà dit, il faut commencer là où on est, tourner les yeux vers l'avenir et aller de l'avant ensemble. Et aussi, le DHIS2 peut vous aider à gérer tout cela. C'est un autre aspect critique, un autre partenaire critique dans beaucoup de pays. Merci. Et Alex, si je peux?
Oui, comme Joy a dit, il faut commencer là où on est déjà. Et pour les membres du réseau Vermont-Oxford, ils sont tous des hôpitaux, des institutions qui travaillent parfois avec le gouvernement et parfois non, mais qui arrivent toujours à réaliser des améliorations, parfois même au niveau national, des améliorations des soins. Donc, on peut trop facilement s'embourber dans cette quête éternelle de l'autorisation des gouvernements et nous avons pu créer un réseau assez solide seulement avec les actions sur le terrain et pas avec l'appui direct de tous les gouvernements. Donc, voilà, encore une fois, on peut commencer là où on est. Oui, commencez là où vous êtes, gardez les yeux vers votre objectif, apprenez des exemples des autres. Waouh, ce système informatique de l'Amérique latine va être une ressource incroyable. Et voilà, nous avons déjà dépassé l'heure, mais nous avons toujours beaucoup de questions intéressantes. C'est parce que le webinaire a été très riche, je pense. Malheureusement, nous sommes arrivés à la fin de notre temps ensemble. Donc, je tiens à vous remercier toutes et tous, surtout les organisateurs. Et je vous rappelle que vous pouvez accéder à la boîte à outils. Je vous conseille de le faire. Il y a beaucoup de ressources là-dedans. Merci aussi à Mbozu qui a organisé cette réunion. Merci à Lorraine, merci aux interprètes. J'espère que nous avons parlé assez lentement. Et aussi merci à vous, toutes et tous, vous, le public, vous qui travaillez sur le terrain, qui font ce travail, qui font la collection de ces données. Merci, merci beaucoup, beaucoup, mesdames, messieurs. C'est tout pour ce séminaire de la boîte à outils des soins aux nouveau-nés et on va se réunir le mois prochain pour parler des soins kangourous avant la stabilisation. Un grand merci à toutes et à tous. Pour compléter